Nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 octobre 2014. Un fait divers dans l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, a attiré mon attention et j'aurais voulu essayer de réfléchir un peu à ce fait divers, à ce qui s'est passé. Au cours d'une séance, un député a pris la parole, invité par le président de la séance, et s'est adressé au président en disant Madame le Président, et il a été apparemment tout de suite interrompu. Non, monsieur, ce n'est pas Madame le Président, mais Madame la Présidente. Voilà les faits aussi platement, aussi simplement qu'on peut les évoquer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous allez me dire, évidemment, une histoire sans aucun intérêt. Le pauvre bonhomme, eh bien, qu'ils disent Madame le Président ou qu'ils disent Madame la Présidente, cela ne change pas grand-chose. Et en effet, à quoi bon suspendre pratiquement la séance, faire pour ce député un rappel au règlement avec inscription au procès verbal et finalement un quart de son indemnité de député va lui être ôté en guise d'amende. Ça veut dire que cette femme, dont je n'ai pas retenu le nom, j'en suis bien navré, dans cette histoire, a estimé que, de la part de M. Aubert, de ce député de Vaucluse, ce n'était pas respectueux de l'appeler Madame le Président. Alors, où est ici le manque de respect? Très très difficile de, de rentrer dans la logique de cette femme qui apparemment euh, a trouvé qu'il y avait là un manque de respect. Madame la Présidente serait pour cette femme l'expression de respect qui lui est due en tant que président d'une séance à l'Assemblée nationale. Le député Aubert a eu beau se draper derrière les règles très claires de l'Académie française, qui régissent notre langue et son bon usage, qui fait qu'un certain nombre de fonctions ne sont pas liées au sexe de ceux qui l'occupent, mais simplement ce sont des gens qui sont fixés. Donc c'est tout. Donc, un président, un ministre, euh, un écrivain, un professeur, qu'il soit homme ou femme, madame le professeur, évidemment, madame le ministre, et pas de difficulté là-dessus. Madame de Sévigné est un écrivain célèbre du XVIIe siècle. Elle est l'auteur, entre autres, de lettres fameuses écrites à sa fille. Bon. Voilà l'usage habituel, très simple, très clair, que l'on fait. Mais là, non. Mais là, non. Alors, le député Aubin dit, mais si vous voulez politiser, je ne sais même pas si c'est une question de politisation. Il y a eu, il y a quelques années déjà, c'était à l'époque du gouvernement de Lionel Jospin, il y avait eu une tentative lancée véritablement de féminisation des noms de fonctions. Voilà, on voulait absolument que toutes les fonctions trouvassent leur équivalent féminin quand les noms de fonctions étaient masculins. Or, euh, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que il y a dans cette pensée qui est, disons-le, féministe, hein, ne soyons pas naïfs, oui, il y a dans cette pensée féministe cette idée qu'il y a presque un antagonisme entre les hommes et les femmes, et que la grammaire porterait cet antagonisme, voire, parce que c'est un des termes qui est utilisé, que la grammaire serait sexiste en excluant la possibilité des femmes d'exercer certaines fonctions, puisqu'il n'y aurait pas d'équivalent féminin, à apparemment une expression masculine de la fonction. Or, c'est assez inexact, puisqu'il y a en français nous n'avons que deux genres, contrairement au grec ou au latin,
ou à d'autres langues, pour lesquelles, quand il n'y a pas de nécessité claire, évidente, de marquer si tel mot est marqué par un aspect vraiment féminin ou un aspect vraiment masculin, il n'y a pas de raison que ce soit l'un ou l'autre. Dans ce cas-là, souvent, en latin, par exemple, on peut utiliser le neutre, mais pas que. En français, ça n'existe pas. Et le genre indifférencié, le genre grammatical indifférencié, c'est le plus souvent le masculin. Et c'est quand il y a une spécificité particulière qu'on utilise le féminin. Et donc, c'est un mauvais raisonnement de penser que parce que l'on dit Madame le Président, on veut discriminer celle qui occupe cette fonction en l'appelant par un titre masculin. Simplement, c'est que la fonction n'est pas marquée par un genre particulier. C'est aussi simple que cela. Vous allez me dire, c'est pas tout à fait juste parce que on dit bien une infirmière, et la plupart des infirmières sont des femmes, mais quand il s'agit d'un garçon, on va parler d'un infirmier. Bon. Dans la réalité de ces mots, les fonctions ne sont pas tout à fait, les mêmes dans l'exercice de la profession. Bon, on pourrait rentrer dans les détails, mais c'est pas si simple que cela. Ce qu'il faut voir ici, c'est qu'on a bien affaire à des gens qui veulent utiliser la langue et changer et modifier et réformer la langue française à des fins non pas politiques, comme le dit le député Aubert, mais à des fins idéologiques. Idéologiques. Et c'est bien là le drame de cette guerre que les féministes livrent à l'humanité, une guerre des sexes. Et cela nous rappelle des heures épouvantables de l'histoire récente de nos pays, puisque nous avons eu une première guerre des classes, la lutte des classes, si chère à Marx, qui a abouti à des régimes absolument épouvantables, tous ces régimes communistes, dont il existe encore quelques-uns, ici ou là, à Cuba encore, au Laos. On a eu la lutte des races, qui a fait aussi des ravages épouvantables, que ce soit par la colonisation, que ce soit par le nazisme, etc. Et voilà qu'on arrive à la lutte des sexes. Beaucoup réfléchissent sur cette question, beaucoup interpellent, et c'est assez compliqué parce que, vous savez, si vous dites que vous ne partagez pas cette vision-là, on va vous taxer d'être sexiste, hein, et de vouloir avoir une vision d'infériorité des femmes. Alors, je voudrais reprendre une chose très importante. J'aime beaucoup cette formule de Fénelon dans le premier chapitre de l'éducation des filles, où il propose qu'une éducation spécifique soit donnée aux femmes, aux jeunes filles, en tant qu'elles sont jeunes filles. En tant qu'elles sont jeunes filles. Pour qu'elles puissent être pleinement des jeunes filles dans leur époque et dans le monde qui est le leur au XVIIe siècle. Il dit, et les femmes qui sont la moitié du genre humain. L'humanité se réalise soit en femme, soit en homme. Dans la langue française, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on dit homme, et puis homme et femme. Et comme le même mot est utilisé pour désigner l'homme mâle et l'homme femelle, eh bien on penserait qu'il y aurait une vision par la langue, une vision plus virilo-centrée, si je puis me permettre ce néologisme. Mais si on regarde dans d'autres langues, je parle bien uniquement de la langue, qui montre la vision qu'on a de l'humanité. En grec, on a anthropos pour désigner le genre humain, l'être humain, l'homme, l'être humain, et on a l'homme mâle qui est désigné en grec par aner, andros, et la femme par gunei, gunaikos. En latin, on a aussi homo, qui est l'homme, le genre humain, et nous avons vir pour l'homme et femina pour la femme. Voilà, c'est cette difficulté en français, cette confusion des mots, qui peut donner à certains cette idée erronée.
Rappelons-nous ce passage assez étonnant de la Genèse. Attention, il ne s'agit pas de faire un mauvais usage de textes de la Bible, hein, mais c'est un texte très ancien, c'est un texte qui nous dit des choses intéressantes sur les conceptions que l'on peut avoir de l'anthropologie. Dieu créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa. C'est au moment où Dieu, dans ce texte, dans cette idée-là, crée l'homme, donc où l'homme apparaît, qu'il apparaît en tant que femme et en tant qu'homme. Et c'est cette séparation de l'anthropos, du genre humain, soit en homme, soit en femme, qui montre toute la grandeur de cette humanité. Et c'est justement cette séparation qui va appeler plus tard des retrouvailles, bien sûr, pour pouvoir créer, que l'homme puisse créer à nouveau un autre être à son image, qui lui soit semblable, tantôt mâle, tantôt femelle. C'est-à-dire que nous sommes tous êtres humains, autant que nous sommes, et tantôt mâles. Certains sont mâles, certains sont femelles. Voilà. Un point, c'est tout, au point de départ. Le reste, c'est une toute autre affaire sur laquelle on pourrait discuter longtemps. Mais sur ce point-là, je pense que je vais juste m'arrêter là-dessus et me dire que la réaction de cette femme, de ce président de séance à l'Assemblée nationale, qui gourmande un député, qui l'accuse de manquer de respect, qui va le condamner à une amende, alors que cet homme n'a fait qu'une seule chose, c'est de respecter des règles de la langue française, règles que lui-même n'a pas choisies, n'est-ce pas? Les règles de grammaire sont des conventions qui nous précèdent, qui nous dépassent, mais ce sont bien ceux qui utilisent la langue, qui la transforment, qui modifient cette langue à des fins politiques ou idéologiques, ce sont ces gens-là qui sont dangereux. Ce sont ces gens-là dont il faut se méfier, et ce sont ces gens-là contre lesquels on est en droit de lutter. Contre lesquels on est en droit de lutter, contre lesquels il faut résister. Qu'il y ait une évolution de la langue, évidemment, bien sûr. Mais quand c'est le politique qui prend l'initiative de modifier la langue, là, il y a danger. Là, il y a danger. Et ça, c'est très important. On peut penser, bien sûr, à 1984, hein, où on voit bien que l'État donne des injonctions pour diminuer le vocabulaire, diminuer le langage, et il se félicite que d'année en année, on ait supprimé des mots et des mots et encore des mots du dictionnaire. Plus les mots sont précis, plus la langue est élégante, plus on peut dire précisément ce que l'on désire dire et travailler dans la nuance des choses. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des gens dans nos médias, dans nos politiques, qui limitent tout par des petites formules toutes faites, répétées ad nauseam, répétées sans cesse. Eh bien là, il y a un péril, il faut être attentif et il faut, par un usage précis de la langue, c'est très important, résister à cet envahissement du politique dans la langue.